Bonsoir et bienvenue dans votre émission politique Tové, la première de l'année. Il y a 3 mois, les indépendantistes démissionnaient du gouvernement et le font chuter. Depuis, les Calédoniens attendent toujours un président à la tête de l'exécutif. On le sait, la place se joue entre Louis Mapou de l'UNI et Samuel Népehoun de l'UC. Justement, ce soir, je reçois l'un d'eux. Il s'agit de Samuel Népehoun. Samuel Népehoun, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous avez bien voulu nous dévoiler un aspect de votre vie privée qui est assez méconnu du grand public. Et vous allez le voir, c'est assez surprenant. Mais nous allons découvrir dans la deuxième partie. Mais tout d'abord, Samuel Népehoun, on va directement aborder les sujets d'actualité et notamment ce qui fâche. Ce matin, s'est déroulée la COMEX, la commission exécutive de l'UC. Vous êtes mis d'accord sur la question de la présidence du gouvernement ou avant la convention du FLNKS ce samedi? Alors, ce que je dois dire à ce stade, c'est que les discussions sont toujours en cours, tant au sein de l'Union calédonienne, en tout cas du groupe que je conduis, mais également au sein de nos collègues de l'UNI. Mais en clair, ça veut dire qu'il n'y a pas la question de la présidence, elle n'est toujours pas réglée? Elle n'est toujours pas réglée. En ce moment, on va dire qu'on rentre un petit peu dans le dur, parce que plus ça va, plus on pose beaucoup plus précisément les choses, la présidence, la vice-présidence, est-ce que les deux personnes qui sont en tête de liste doivent être absolument maintenues, etc., pour essayer de sortir de la situation que l'on connaît. Donc on va dire, je pense qu'on n'est pas très loin de l'issue, qui risque d'être tranchée, on va dire, de manière peut-être, je ne sais pas dire difficile, mais en tout cas, il va falloir prendre une décision. Et je pense que les deux organisations indépendantistes sont bien conscientes du contexte et des conséquences. Vous avez une date peut-être? Ce week-end, c'est la convention du FLNKS? Je pense que cette fin de semaine sera déterminante. Et je pense que si quelque chose n'intervient pas d'ici la convention du FLNKS de ce week-end, la convention du FLNKS de ce week-end pourrait être, on va dire, celle qui va peut-être définitivement trancher sur la question. Peut-être la semaine prochaine. Alors, vous êtes toujours PDG d'Air Calédonie, vous aviez été directeur de la Sud-Sodil et surtout président du BEDEF. Vous êtes aujourd'hui candidat à la présidence du gouvernement. Qui est venu vous chercher? Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est le bureau politique de l'Union calédonienne qui m'a un jour approché. Je pense que je n'étais pas la première personne qui a été approchée, mais on va dire qu'il y a une démarche qui m'a été proposée, qui était de dire... Pierre-Chanel Tutugro? Entre autres, en tout cas Pierre-Chanel Tutugro et les secrétaires généraux de l'Union calédonienne qui m'ont exposé une situation qui était, et en tout cas la démarche qui était de dire que la Nouvelle-Calédonie, le pays vient de traverser une période compliquée, que ce soit les événements météo, le contexte politique, le contexte sanitaire, le contexte lié notamment aux événements autour de l'usine du Sud, etc. Et que le pays est extrêmement marqué par ce qui a pu le traverser au cours de ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc la démarche qui m'a été présentée, c'était de dire ça pouvait être intéressant d'avoir quelqu'un de la société civile qui pouvait à la fois parler au-delà des indépendantistes, mais également à l'ensemble de la population calédonienne et en particulier au milieu économique. Donc c'est cette démarche-là qui m'a été annoncée et j'ai bien évidemment trouvé la démarche intéressante et c'est comme ça que j'ai accepté. D'accord, alors il y a la démarche, mais aujourd'hui ça fait 2 mois et 11 jours que les Calédoniens attendent un président du gouvernement. Mais pire, c'est la première fois depuis Tjibaou, donc 40 ans, que la présidence du gouvernement revient à des indépendantistes. Le jour J arrive et rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes finalement pas prêt? Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas prêt. Je pense en revanche que l'enjeu est tel que si on arrive dans une telle crise, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, notamment sur vos antennes, que
la fonction de président du gouvernement est une fonction importante, stratégique. Le fait qu'effectivement, vous avez raison de le dire, c'est après Jean-Marie Tjibaou. Donc, quelque part, ça vous donne encore, pas une pression, mais encore une fois, la valeur de la mission, en tout cas du challenge qui nous attend. Donc, de là à dire qu'on n'est pas prêt, bien au contraire, c'est plutôt le fait qu'on sait qu'il y a un véritable challenge à relever, il y a des véritables réformes à porter. Je pense que pouvoir dire que beaucoup de grandes réformes ont été menées à l'époque par le gouvernement Tjibaou, et donc ça veut dire aussi qu'on sera très attendu. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas qu'on n'est pas prêt, mais ça méritait quand même que ces discussions aient lieu, compliquées certes, difficiles certes, mais c'est à la fois l'enjeu et le contexte. Je rappelle qu'on est dans la dernière mandature de l'accord, et donc c'est encore un élément supplémentaire qui fait que... Mais cette discussion, vous auriez peut-être dû l'avoir avant de faire chuter le gouvernement. On peut très bien, c'est toujours facile de refaire l'histoire une fois qu'elle est passée, mais on va dire que entre la chute du gouvernement, le contexte, les événements qui ont suivi, etc. Bon, je pense aussi qu'on ne peut pas l'ignorer. Ma personnalité quelque part pèse puisque je sors du sérail politique classique, donc c'est un élément supplémentaire qui a fait que on va dire les projections de départ ne sont pas forcément à l'arrivée parce que on s'était habitué à des candidatures issues du sérail telles que c'est à chaque élection. Non, mais justement, vous parlez de votre candidature qui ne plaît pas forcément parce qu'on vous reproche de ne pas être un militant, de ne pas avoir un poids politique comme Louis Mapou. Ce n'est pas faux. C'est pas faux. On va dire que sur la partie politique, j'ai été beaucoup plus discret sur mon affichage politique. J'ai eu par le passé, en étant plus jeune, d'être un militant très engagé. En revanche, lorsque je suis revenu sur le territoire, en 90, on va dire que j'ai préféré l'action et je me suis engagé à travers toutes les responsabilités que j'ai pu exercer. Travailler à la BCI, par exemple, surtout à la BCI des années 90, c'est-à-dire à la sortie à la signature du premier accord avec, ce sont des outils qui ont été mis en place, la BCI, l'ICAP, etc. Et c'était véritablement les Kanaks, quelque part, avec la provincialisation qui se prenait en main, qui prenait des initiatives, le développement économique. Donc, commencer ma carrière dans une institution, parce que je considère la BCI comme une institution, et notamment cette première version de la BCI en tant qu'acteur majeur du développement en partenariat avec les collectivités, notamment les provinces, et porter des projets avec les populations locales, avec nos populations dans les îles, dans le nord. J'ai un petit peu fait le tour du pays, et vivre le développement économique à travers ces responsabilités-là, pour moi, c'était aussi quelque part... C'est pas faire de la politique dans le sens politique où on est acteur politique, mais qu'au quotidien, on assume une responsabilité en accompagnant nos populations. C'est également une façon de voir la politique d'une autre façon, mais on va dire plutôt sous l'angle de l'action. Une autre forme de militantisme, alors. Samuel Nepéoun, cette situation a provoqué de la déception, voire de la colère chez les militants. Il l'exprime clairement sur les réseaux sociaux, ou encore hier, on l'a vu à Canala, des militants indépendantistes exprimer leur attente avec des banderoles. Vous avez conscience que cette crise dégrade l'image des indépendantistes ? On en est conscient, bien évidemment. Ça dégrade l'image à la fois auprès des indépendantistes, mais auprès de la population d'une manière générale. Et ce sont des éléments qu'il faudra prendre en compte. Donc, à partir du moment où le prochain gouvernement sera en place, quelle que soit la personne qui dirigera le futur gouvernement, ce sont des éléments qu'il faudra prendre en compte parce que, quelque part, on va dire, l'horloge est en route et que le reste du temps qui nous reste pour pouvoir engager des réformes, mettre en place une politique et donc n'avoir les premiers effets, puisque l'idée c'est quand même de prendre des responsabilités et mener des réformes, des engagements politiques forts. Ce sont des éléments effectivement qu'on ne pourra pas ignorer. Néanmoins, le contexte fait que, mais malgré tout,
on sait qu'on en est conscient, il va falloir sortir rapidement de cette situation-là. On va parler des réformes un peu plus tard si on a le temps. Vous l'avez dit un peu partout, hein, ce n'est pas une histoire d'ego. Le véritable enjeu, c'est l'après, accord de Nouméa, parce que l'UC et l'UNI n'ont pas la même vision de la sortie de l'accord. Alors ça, on peut l'entendre, mais il faut gagner le référendum avant, notamment avec les indécis, avec ce que l'on vient de se dire, c'est mal parti. Alors, c'est toujours un peu compliqué de parler pour soi, donc me concernant, mais de ce que je comprends de la démarche qui a été entreprise en me proposant et en venant chercher ma candidature, je l'ai un peu dit déjà tout à l'heure, c'était peut-être une façon d'aller au-delà des indépendantistes, puisque pour les consultations, on va dire que l'électorat indépendantiste, je ne dirais pas qu'elle est figée, mais en tout cas, celle-là, elle est acquise, avec peut-être un peu à la marge ceux qui commencent peut-être un peu à douter. Mais c'est plus ceux qui se sont aventurés avec nous aux précédentes consultations qu'il va falloir reconvaincre et aller chercher encore au-delà. C'est pour ça que je disais que c'est pas facile de parler de soi, mais je pense que la démarche qui a été entreprise, c'est de pouvoir parler au-delà des indépendantistes, donc auprès de la population calédonienne, mais en même temps de pouvoir être entendu aussi par le milieu économique qui est en attente de fortes attentes de la part du gouvernement et notamment des mesures que l'on prendra pour pouvoir sortir le pays de l'état dans lequel il est aujourd'hui. Alors, autre sujet, Samuel Nepéoun, les réformes fiscales notamment. Alors, tous les indépendantistes démissionnaires de l'ancien gouvernement, autant l'UNI que l'UC et l'éveil océanien, avaient proposé une feuille de route, donc je l'ai là, économique et fiscale. Alors, je pense que vous l'avez vu, c'est toujours d'actualité ou vu comme c'est parti, vous partez divisé? Alors, je pense que sur un certain nombre de points essentiels, je crois qu'il y a un accord d'ensemble pour pouvoir mener un certain nombre de réformes. Mais je pense que beaucoup de gouvernements, en tout cas d'équipes qui ont été aux responsabilités, ont essayé quelque chose. Mais je pense que dans la manière de faire, dans la mise en œuvre, en tout cas si j'ai la possibilité d'accéder aux responsabilités, je pense qu'il va être beaucoup question de méthode. Parce qu'à la base, je pense que c'est important de le rappeler, je l'ai déjà dit dans la presse, qu'il y a un certain nombre de sujets importants. Sujets prioritaires, donc priorité des priorités, c'est bien évidemment le budget, mais ensuite c'est la réforme de la fiscalité et notamment la situation catastrophique des comptes sociaux. Je l'ai déjà expliqué, à mon sens, les deux sujets sont totalement indissociables. Parce que je pense qu'il faut partir de la base, c'est que quand on joue sur ces deux leviers-là, quand on parle de cotisation sociale, quand on parle de fiscalité, lorsqu'on force sur le prélèvement, notamment sur les entreprises, on touche sur la compétitivité des entreprises. Lorsqu'on est sur la cotisation sociale, notamment de la part des salariés, on impacte, et sur l'impôt de revenu également, on impacte le pouvoir d'achat des salariés. Et ça, c'est primordial, puisque le pouvoir d'achat des salariés, c'est ce qui permet la consommation. Et la consommation, c'est le moteur de relance économique et moteur de développement économique. Donc, je pense que ça va être beaucoup sur la méthode et surtout je l'ai entendu récemment sur NC Première avec des sujets sur la fiscalité calédonienne, les recettes, comment tout ça s'est réparti. Je pense que ça va être de trouver un juste équilibre qui permette à la fois d'avoir une fiscalité et en tout cas un système de protection sociale qui soit à la fois, qui permette d'être équitable, mais avec un objectif final de réduire considérablement les inégalités sociales. Parce qu'en Calédonie, il y a les inégalités sociales, on parle encore beaucoup de la vie chère, ça va être des sujets sur lesquels il va falloir plancher très vite et trouver des solutions. Mais encore une fois, à la base, ça va être des sujets fondamentaux axés sur la prestation sociale et l'impôt. Qu'est-ce qui doit financer quoi? Donc, je pense que ça va être un exercice très subtil pour faire en sorte que ce que l'on va arriver à produire à travers les réformes, ce soit un système qui soit le plus équitable possible pour permettre notamment une relance économique, préserver la compétitivité des entreprises, préserver le pouvoir d'achat des salariés qui permettent une consommation qui va aider la relance économique. On va aller peut-être dans une proposition très concrète parce que dans cette feuille de route,
Il y en a pas mal de propositions concrètes. Les indépendantistes ont proposé de déplafonner les cotisations sur les hauts salaires. C'est un manque à gagner de 8 milliards. Vous serez d'accord? Alors, comme vous le dites tout à l'heure, on est plusieurs sensibilités. Je pense Mais vous, Samuel Péoun? Non, à mon sens, ce sont des leviers. Je pense que quand je parlais tout à l'heure de méthode, c'est-à-dire qu'il faudra à un moment donné mettre tout le monde autour de la table. Parce que vous avez un exemple type, c'est la TGC. La TGC, ça devait être quelque chose de très simple au départ, avec juste quelques taux. Et on finit avec une multitude de taux, avec à la fin quelque chose qui devient complètement illisible et surtout qui ne rapporte pas la recette voulue au départ. Pourquoi? Parce qu'entre ce qu'on a arrêté au départ et ce qui est sorti à la fin, c'est qu'entre les quelques taux qui devaient sortir, chacun est revenu par la fenêtre pour renégocier un taux pour ceci, un taux pour cela, et on se retrouve avec un système qui est peut-être pas très égalitaire. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que déplafonner, c'est une chose, mais il y a ça, mais il y a aussi d'autres leviers. Déplafonner sur les hauts salaires. J'entendais ce matin... TGC à unique, par exemple? Le TGC à taux unique? J'entendais, vous disiez tout à l'heure que j'étais au MEDEF précédemment, je voyais toutes deux pages du MEDEF et les acteurs économiques dans les Nouvelles-Calédoniennes ce matin qui parlaient d'un taux faible mais avec assiette très large. Ça fait partie des possibilités. Mais encore une fois, je pense qu'à un moment donné, ça va être une question de méthode. Parce que, comme je le dis, c'est simplement, à un moment donné, c'est un curseur qu'il faut positionner correctement. J'entendais le directeur des services fiscaux sur NC La Première hier soir, qui, encore une fois, dit, mais quand on va toucher là, on va dire qu'on attaque plus une population, mais on oublie de temps en temps que quand on attaque à tel endroit, ça permet de réinjecter dans l'économie et vice-versa. Donc, à chaque fois, vous avez la mesure que vous prenez, l'effet, le bon effet qui produit, mais encore une fois, le débat se passe à quel niveau? Ça se passe au niveau où on essaie de faire supporter la charge, que ce soit la cotisation sociale ou que ce soit la taxe, aux différents secteurs, mais de telle sorte qu'à un moment donné, ça soit le plus équitable possible et le mieux réparti possible. Mais dans les discussions, est-ce que vous vous êtes rapprochés? Est-ce qu'il y a eu des accords sur quelques points ou ça reste vraiment... Non, je pense que jusqu'à présent, on est plutôt sur les discussions se cantonnent à la gouvernance. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été mis sur la table. Aujourd'hui, les discussions se cantonnent à la gouvernance, mais une fois qu'on se sera mis en place, il faudra aller très très vite sur comme vous dites, il y a des points, mais il y a des sensibilités différentes. Il va falloir non seulement nous mettre d'accord avec nous, entre nous. En même temps, nous avons un gouvernement collégial. Il va falloir passer les textes d'abord au niveau du gouvernement et ensuite au niveau du Congrès. Donc, d'une part, il y a une première phase qui est de se mettre d'accord entre nous, de pouvoir faire passer la chose au niveau de la collégialité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et ensuite l'amener vers le débat politique qui, lui, se trouve au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Justement, avec quelle majorité au Congrès? Alors, aujourd'hui, justement, c'est ce que dit l'Union calédonienne aujourd'hui. Pourquoi on a les 6 voix? C'est parce qu'on a les 6 voix pour le gouvernement avec l'éveil océanien qui est avec nous. Donc, aujourd'hui, si nous avons le gouvernement dans cette configuration-là, donc avec les 6, donc avec les élus de l'UNI, les élus de l'Union calédonienne, ou en tout cas de la liste que je conduis, plus l'éveil océanien, effectivement, ça nous garantit une majorité au Congrès, en principe, pour pouvoir passer les différents textes que nous proposons depuis le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Parce que l'éveil océanien avait déjà dit qu'ils allaient suivre ou pas les choix de l'UC. Oui. Pas forcément, ils vont pas toujours forcément voter pour. Ils vont suivre. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est les discussions que l'on a avec l'éveil océanien, c'est de dire, notamment quand ils posent leurs conditions pour pouvoir nous suivre, c'est quelque part le positionnement aussi et la composition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que je dis que on aura cette majorité-là, en tout cas, je l'espère, sur la majorité de textes qu'on proposera, parce que c'est pas juste amener un texte et le transférer au Congrès. Je pense qu'il y a un gros travail en amont. J'insiste beaucoup sur la méthode, c'est qu'il y aura du travail entre les gens qui font la majorité, le débat collégial au sein du gouvernement, et ensuite il y a encore la troisième étape qui est le vote au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Pour continuer avec l'éveil océanien, est-ce que vous regrettez qu'il ne soit pas présent au 17e gouvernement, qui était prévu normalement avec... Oui.
On peut le regretter, mais je l'ai annoncé aussi sur certains médias qu'il y a un engagement de l'UC, en tout cas de notre liste, pour pouvoir les réintégrer dès que les choses se seront stabilisées, puisqu'on leur doit ce 6e siège. J'ai également réagi sur un des médias sur le fait qu'aujourd'hui, on ne peut juste pas se permettre d'accepter une situation telle que la population que représentent les Vélo-Océaniens soit écartée, soit mise de côté. Lorsque, à un moment donné, j'ai entendu certains collègues d'en face dire qu'il y a un véritable déni de démocratie dans la manière dont les indépendantistes ont conduit notamment les élections pour désigner les membres du gouvernement, ça c'est un déni de démocratie, que les Vélo-Océaniens ne soient pas représentés au sein des instances et en particulier le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dernière petite question avant de passer à la question qui pique ou qui plaît. Vous démissionneriez si vous n'êtes pas président dans ce 17e gouvernement? C'était les engagements que j'avais pris avec l'Union calédonienne. C'est la présidence ou rien? C'est ça. C'est et ceux qui sont venus me chercher, c'est aussi comme ça qu'ils m'ont présenté la chose. Parfait. Samuel Néperoun, je vous propose de finir cette première partie avec... Alors, vous avez soit la question qui pique, beaucoup plus proche de vous dans la corbeille, ou, si vous êtes moins joueur, la question qui plaît dans cette corbeille. À vous de choisir. On va dire que je suis joueur. Allez-y. Et je vais la lire. Merci. La question qui pique. En décembre dernier, vous avez manifesté devant les grilles du Haut-Saria en tant que président du MEDEF, avec le patronat, contre les actions de l'USUP. L'USUP qui est soutenu par l'UC. Aujourd'hui, vous briguez le poste de président du gouvernement sous l'étiquette de l'UC. Vos détracteurs vous traitent d'opportunistes. N'ont-ils pas raison finalement? D'abord, sur la question d'opportunisme, j'aurais été opportuniste si j'avais été, moi, à la base, candidat. À partir du moment où c'est une mission qui m'a été confiée, que j'ai acceptée, je ne me considère pas comme opportuniste. Après, par rapport à l'action que l'on a conduite, que j'ai pu conduire par le passé, j'ai exercé différentes responsabilités. Et les différentes responsabilités que j'ai pu avoir, j'ai mené mes missions avec le discours qui allait avec la responsabilité que j'avais. Je tiens juste à rappeler que lorsque l'on a manifesté devant le Haut-Saria, on n'a pas ciblé particulièrement l'USUP. Nous, pourquoi on était devant le Haut-Saria? C'est parce qu'on a ciblé l'État. Le discours que l'on a tenu devant le Haut-Saria, c'est de dire l'État doit assurer la libre circulation des personnes et des biens. On était venu dire au commissaire que on trouvait inacceptable que l'économie puisse être prise en otage, que le port puisse être pris en otage, que les entreprises calédoniennes, puisqu'il y a eu quelques centres commerciaux qui ont été pris en otage. Nous sommes venus dire au commissaire qu'on ne peut pas tolérer que l'économie calédonienne puisse être prise en otage, et nous interpellons l'État pour assurer sa mission de libre circulation sur la voie publique et surtout de libre circulation des personnes et des biens. Samuel Néperoun, c'est la fin de cette première partie. Dans la deuxième et dernière partie, nous allons découvrir les aspects de votre personnalité et de votre vie méconnue du grand public. C'est à tout de suite. Samuel Néperoun, alors vous êtes intervenu un peu partout dans les médias depuis l'élection du 17e gouvernement. Alors, mais ce soir, nous allons découvrir sous un autre aspect un reportage tourné ce week-end chez vous. Il est signé Michel Pimbé. Quelque part, une certaine admiration à l'instrument, donc une admiration, voire une vénération de l'instrument, le saxophone, j'adore ça. Je trouve que c'est un très bel instrument. Quand j'étais gamin, je me suis mis très vite à dessiner. J'avais un oncle pendant les vacances qui m'offrait des boîtes de peinture, alors que mes cousins allaient jouer avec les vélos, les choses comme ça. Il m'offrait des boîtes de peinture et je peignais. J'ai une relation particulière avec l'art. Je me rentrais dans des musées. Quand j'étais en métropole, j'ai beaucoup traîné. Après, j'ai des goûts qui peuvent des fois un peu surprendre. J'aime beaucoup la photographie, j'aime la peinture, j'aime la musique, mais j'aime la musique pas toujours ce qui est à la mode.
Je suis très jazz, très jazzy, jazz rock, la soul. Cette passion pour l'art date de son enfance. À l'âge de 16 ans, le jeune artiste originaire de l'Ouéguéni, une des tribus de l'Ifou, a remporté un concours philatélique. Je n'ai pas été lauréat en 75, mais mon tableau est resté. Et il est sorti 2 ans plus tard. Et donc il y a un timbre en Calédonie qui est de 35 francs, je crois, que j'ai réalisé en 75, mais qui a été primé en 77. Et donc c'est pour ça que je disais que quand j'étais jeune, j'ai fait des concours, j'ai peint, je peignais beaucoup. Durant ses années en France, à Grenoble, Samuel Népéoun a aussi dessiné à l'encre de Chine la pochette de l'album de musique de son petit frère. C'est une passion qu'il entretient aujourd'hui, malgré ses nombreuses responsabilités. Ma passion, je le retrouve à travers ces différents éléments qui sont finalement des supports. La musique, la peinture, la photo, c'est des moyens de s'évader, de rêver. Samuel Népéoun, on n'a rien déformé. Non, je me reconnais. Vous reconnaissez, vous nous avez confié être un hyperactif, vous faites beaucoup de bricolage, de la cuisine, du jardinage. À quel moment vous allez le faire tout ça avec votre emploi du temps qui est chargé? Je pense que c'est un trait de caractère. Je pense que quelque part j'ai horreur du vide, donc il faut combler. C'est vrai que je peux très bien me lever, comme vous dites, j'aime bricoler, je peux couler du béton le matin avant d'aller du travail, je peux poser du carrelage le soir en rentrant du travail, ou attraper une guitare, ou la peinture, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut sortir tout le matériel, il y a des mélanges à faire, etc. Et puis on se pose. J'ai le sentiment que je dois combler, ou alors j'ai juste envie de me poser. Ça peut arriver aussi que je ne sois pas absolument à vouloir absolument faire quelque chose de physique, en tout cas, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours que l'esprit soit occupé. Donc voilà, je pense que c'est surtout un trait de caractère. Et justement, le cheminement de votre vie jusqu'à la politique, c'est quoi exactement? On a l'impression que vous avez plusieurs vies là. Oui, moi j'ai surtout le sentiment que j'ai un rendez-vous avec quelque chose tous les 7 à 8 ans à peu près. Je crois que ça doit être mon cycle. Je suis revenu en 90 en Calédonie, je suis rentré à la BCI et j'ai fait un peu plus 7 ans à la BCI et j'ai eu un coup de fil du grand chef Nestlin qui était président de la province des îles, qui m'a approché, qui m'a demandé si ça ne m'intéressait pas d'intégrer la province des îles en tant que directeur des affaires économiques. Ensuite, mon frère a été élu président, qui n'aime pas trop la proximité, etc. C'était mieux que je m'éloigne de la province des îles. Donc j'ai quitté la province des îles. Je me retrouve au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avec Gilbert Huyenon, j'étais secrétaire général adjoint du gouvernement. Il me dit tu peux regarder le dossier Arcal, j'y ai mis le doigt, 8 ans après j'y suis encore. Et puis comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on me propose de relever un défi, de prendre un flambeau, quelque chose que je n'attendais pas forcément. Et voilà, je pense que je prends les défis comme ils viennent. Et je pense en revanche qu'il y a quelque chose qui m'anime tout le temps. Je ne sais pas faire les choses sans passion. C'est votre fil conducteur. C'est ça. Samuel Népéoun, je vous propose de poursuivre avec un petit questionnaire de Proust et je vous demanderai de répondre assez spontanément. Samuel Népéoun, le défaut que vous ne supportez pas chez les autres? La malhonnêteté. Votre juron préféré? On peut le dire. Ça dépend du juron. Non, j'en ai pas un particulier, si ce n'est les grands classiques calédoniens. Je pense que je préfère pas les dire du coup. D'accord, on le respecte. Le plat que vous préférez cuisiner? J'en ai plusieurs. En fait, on va dire que je fais à l'instinct. En ce moment, peut-être, c'est quoi le plat que vous préférez? En fait, c'est des envies. Et Internet nous donne
toute l'attitude. Donc il suffit que j'ai envie de quelque chose, je vais regarder c'est quoi les ingrédients, je vais m'arrêter au magasin, je vais les prendre et je vais rentrer chez moi et je vais les faire. Par exemple, à midi, la salade César, par exemple, c'est facile à faire, c'est rapide pour la pause de midi, ou la salade grecque, par exemple. Voilà des choses que... Après, le soir, quand il y a des amis, etc., ça me plaît de me mettre au barbecue et de faire cuire des choses pendant que les copains sont autour, il y a une guitare qui traîne, et puis d'échanger autour. Vous improvisez. Oui. Les dernières questions, la figure féminine que vous admirez le plus? La figure féminine, je pense que c'est Tina Turner. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est extrêmement courageuse, qui a fait une belle carrière, mais je pense que même aujourd'hui, son mari est décédé depuis très longtemps. Mais ce qu'elle a vécu avec lui l'a marqué profondément, et ça a encore des traces aujourd'hui. Une femme battue, oui. Ça l'a tellement marqué qu'on ressent encore aujourd'hui quand elle en parle. Voilà, c'est la dernière question pour ce questionnaire de Proust. Alors vous êtes candidat à la présidence du gouvernement sous l'étiquette de l'UC. Donc on vous a préparé un petit QCM sur l'UC. Samuel Népéoun, je vais vous poser 4 questions et à chaque fois je vais vous donner 3 propositions. Vous me donnez, vous choisissez la bonne de préférence. Lors de quel congrès l'UC a-t-elle pris parti pour l'indépendance? Première proposition, au congrès de Yengen en 78, au congrès de Koné en 1976 ou bien au congrès de Bourail en 1977. Je dirais 76. À Koné? À Koné. Non, c'était au congrès de Bourail un an plus tard, en 77. Je me référais surtout à Nabil Leroche, etc., avec ces dates, mais c'est vrai qu'effectivement... Qui a été président de l'UC de 2001 à 2007? Charles Pidgeot, Pascal Naouna ou Bernard Lepeu? J'hésite entre Charlie Pidgeot et Pascal Naouna. Je dirais Pascal Naouna. Parfait. Une première bonne réponse. En 97, plusieurs dirigeants de l'UC ont créé un parti dissident. Quel était son nom? La Fédération des comités de coordination indépendantistes, la Fédération indépendantiste kanak ou le Front indépendantiste kanak? La FCCI. Donc la première réponse. Bonne réponse. Dernière question. Quelle est la symbolique du drapeau de l'UC? Une croix verte sur fond orange. Alors, c'est la religion, la mine et la pharmacie. C'est le soleil et la religion et la nature. Ou c'est la mine, l'espoir et la santé? Le deuxième. Le soleil, la religion et la nature, non. Alors, selon nos sources, c'est la religion, la mine et la pharmacie. D'accord. Donc, sur 4, vous avez la moyenne. 2 sur 4. Voilà, on arrive, c'est bientôt la fin. Je vous propose avant de finir de réagir sur de l'actualité mais internationale, cette fois-ci, avec Plan Large. Dans cette dernière partie, en fait, je vais vous proposer de réagir sur deux photos d'actualité internationale. Alors la première, c'est celle de Derek Chauvin. Donc, la semaine dernière, le policier américain Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Il l'avait asphyxié avec son genou lors d'une arrestation, condamnation remarquée car très rare. Une réaction? Oui, alors on ne peut qu'être extrêmement déçu et dénoncer ce genre d'acte. On ne peut difficilement imaginer qu'à notre époque ça existe encore. Après, c'est les États-Unis. Il y a des endroits aux États-Unis où, on va dire, les Noirs américains, ils ont accédé très facilement, en tout cas assez largement à des choses. Mais il y a encore beaucoup d'États aux États-Unis où le racisme est encore très fort et très ancré. Dernière photo. Alors, vendredi dernier, l'astronaute français Thomas Pesquet quittait la Terre pour une mission de 6 mois en direction de la Station spatiale internationale, ISS. Une des plus grandes missions de l'année. Vous suivez un peu ce genre d'événement ou ça vous intéresse?
Oui. Alors, j'ai coutume de dire que je suis pas très fan des nouvelles technologies. Néanmoins, ça fait partie de l'actualité. Je suis dans le milieu aéronautique et aujourd'hui, voir que à cause de quelques personnes, il y a très très longtemps, ils se sont cassés la figure au bord de falaise en essayant de sauter avec un vélo et 2 toiles. Aujourd'hui, l'avion est le mode de transport le plus sûr. Et aujourd'hui, on va sur la Lune et on lâche des satellites qui nous permettent aujourd'hui de bénéficier de toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Et j'aurais une remarque particulière par rapport à quelqu'un comme Thomas Pesquet, parce que je crois que c'est la 2e fois qu'il y va, et que la première fois qu'il est allé, il a pris des super vues de la Terre depuis la Lune qui étaient juste magnifiques. Et j'ai cru comprendre qu'il continuera à assurer ce type de je ne sais pas si c'est une mission, mais en tout cas de prestations qui permettent de partager avec lui. En tout cas, de là-bas, il nous renvoie des images qui sont juste extraordinaires. Samuel Nepehun, on arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vous demanderai, parce que c'est la coutume, la tradition dans cette émission, de signer notre livre d'or. Alors, mais avant, vous avez choisi la musique de fin de cette émission. On va l'entendre. C'est Ya Mo Be There de Michael McDonald. Pourquoi l'avoir choisi? Alors, j'ai une relation particulière avec ce morceau parce qu'à la fois, j'aime bien les 2 artistes, parce que c'est un duo entre Michael McDonald et James Ingram. Ma relation avec ce morceau, c'est que c'est le morceau que j'avais dans le casque. J'étais dans les rues à Montpellier quand j'ai appris la mort de Marvin Gaye. Je rappelle que Marvin Gaye, il avait été abattu par son père et donc voilà, ça m'a marqué. J'ai cette relation particulière avec cette chanson. Merci Samuel Nepehun, merci à vous de nous avoir suivis. Le mois prochain, vous retrouverez à cette même place Claudine Véry. Bonne soirée à tous.